Les IA de text-to-image comme DALL-E et Midjourney s'ouvrent enfin au grand public. Menaces ou alliés, je vous partage tout de suite mon expérience dans Parlons Design. La 5e saison de Parlons Design est sponsorisée par ZK4S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous donner un petit peu mon retour après avoir testé DALL-E 2. Alors DALL-E 2 c'est quoi ? C'est une de ces intelligences artificielles qui font ce qu'on appelle du text-to-image, c'est-à-dire on va leur donner une instruction, on va leur dire crée-moi un bateau qui navigue dans le ciel de couleur rouge. Derrière, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière va générer une ou plusieurs images qui sont censées représenter ce qu'on vient de lui demander. Alors c'est un truc dont on entend parler depuis quelques années maintenant, ça doit faire 2 ans on va dire qu'il y a une petite hype autour de ces sujets-là. Elles étaient en public, en bêta très privée jusqu'à maintenant, et voilà, là ces dernières semaines, ces derniers mois, DALL-E s'est ouvert à 1 million d'utilisateurs qui étaient dans la liste d'attente. Midjourney, pareil, commence aussi à avoir une grosse communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, il me semble, qui ont accès à l'outil. Donc ça devient quelque chose quand même de plus en plus populaire, et même certaines solutions de création visuelle ont intégré des fonctions du genre. Donc voilà, on commence à avoir quelque chose de solide, et c'est marrant parce que ça vient vraiment stimuler cet imaginaire de l'ordinateur qui va dépasser l'être humain et qui va finir par nous contrôler tellement il est puissant, tellement il est intelligent, tellement il est fort. Et donc ça crée beaucoup de fantasmes, et c'est hyper intéressant à creuser, mais bien évidemment, faut revenir à la réalité, faut aller tester l'outil et voir est-ce que vraiment on est déjà en train de se faire dépasser, ou est-ce que c'est pas si simple que ça et que globalement tous nos métiers ne vont pas disparaître à cause de l'intelligence artificielle, en tout cas pas tout de suite, à minima. Et donc voilà, j'ai pu tester DALL-E 2 récemment, donc c'est tout simplement une application web, je m'étais mis dans la liste d'attente il y a quelques mois de cela, et quand ils ont ouvert à 1 million de personnes en plus, j'ai eu la chance de recevoir une invite, et je vais en profiter pour faire un petit débrief sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que moi j'en ai conclu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui marche pas encore très bien, et surtout comment nous on peut l'exploiter dans notre travail, pas en tant que remplaçant, mais plutôt en tant qu'assistant. Alors, les deux plus connus, je vous en ai parlé, c'est DALL-E et Midjourney. DALL-E, c'est une interface web, tout simplement, donc une web app dans laquelle on va avoir un champ de texte, et puis on va pouvoir générer des images. Et Midjourney, c'est un bot sur Discord. Pareil, en fait, on va avoir accès à des channels, on va pouvoir lui demander, j'aimerais ça. Et directement dans le channel Discord, elle va renvoyer ce qu'elle a généré, donc c'est aussi un fonctionnement assez intéressant, même en termes d'interaction pure, sans parler d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Et voilà, les deux existent. Donc globalement, ces deux systèmes-là, on va leur écrire une demande en anglais de préférence. Alors il me semble que Midjourney est capable de comprendre d'autres langues, mais globalement, faut l'écrire en anglais, parce que c'est les langues dans lesquelles ils sont principalement entraînés, c'est là où on aura de très loin les meilleurs résultats. Donc écrire une demande en anglais, ce qui demande déjà un premier skill, un premier accès, surtout que les mots qu'on va utiliser sont hyper importants. Et ces deux intelligences artificielles, quand on va leur écrire une demande, ils vont nous générer 4 propositions différentes. Donc ça va faire tourner en gros l'algo plusieurs fois pour générer 4 images qui sont censées répondre à votre demande. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va voir qu'avec une même query, en fait, il y a des tonnes de résultats différents qui peuvent être générés. Si on lance plusieurs fois la même query, on va pas avoir les 4 mêmes propositions à chaque fois. Et vous allez voir même que des fois, les 4 propositions peuvent être différentes. Notamment, des fois, il va pouvoir se tromper entre des mots que vous lui indiquez, et donc, si vous demandez des enceintes qui tombent du ciel dans une piscine, des fois vous allez bien avoir des enceintes qui tombent du ciel dans une piscine, mais des fois vous allez avoir une piscine avec des enceintes qui flottent dedans, ou une piscine avec une enceinte au bord, voilà. Il peut y avoir des petites erreurs comme ça, et donc le fait qu'il génère 4 propositions, ça permet déjà d'éviter les erreurs qui seraient vraiment désagréables à l'utilisation. Et puis ça permet aussi des fois d'avoir plusieurs styles, plusieurs représentations d'une même scène, ce qui est forcément très intéressant. Et donc une fois qu'on a ces 4 propositions, on va pouvoir soit itérer directement sur sa demande, ajuster son petit texte
pour essayer d'avoir des résultats plus pertinents, on va pouvoir en général choisir l'une des propositions et dire génère-moi d'autres propositions comme cette proposition, et donc ça va permettre de se lancer un peu comme quand on ferait une recherche sur Pinterest, on va cliquer d'image en image et ça va nous recommander des choses qui vont avec. Là un petit peu pareil, on va dire j'aime bien celle-ci, du coup il va en générer 4 autres comme celle-ci, et dans les 4 autres on va pouvoir dire j'aime bien celle-ci, du coup il va pouvoir en générer 4 autres comme celle-ci, etc. etc. Donc voilà, il y a vraiment un truc de... On va pouvoir itérer soit sur notre demande initiale, soit aller trouver des alternatives à une proposition faite, et se balader dans les propositions comme ça, guider l'intelligence artificielle vers le résultat qu'on attend, qu'on recherche. À noter un point intéressant, c'est que les deux intelligences artificielles fonctionnent sur un système de crédit, à chaque fois qu'on fait une demande, on paye un crédit. Donc forcément, ce coût d'exploration a une valeur aussi monétaire derrière, qui est important à prendre en compte si on veut utiliser ces outils de manière importante, parce que globalement c'est pas excessif, mais si vous voulez faire des dizaines de queries par jour, ça va commencer à représenter un petit peu d'argent. Aujourd'hui sur DALL-E par exemple, pour faire 230 demandes, ça coûte $30. Donc c'est tout à fait raisonnable, mais vraiment potentiellement si vous faites plaisir, 230 et que vous vous lancez un peu, ça peut se claquer relativement rapidement. Donc voilà, ce système d'exploration est intéressant, mais ça vient pointer le doigt sur le fait que la query initiale, la saisie, le texte que vous allez saisir est extrêmement important. Et finalement, on voit que les gens qui ont testé rapidement ces intelligences artificielles et ont fait pas mal de choses là-dessus, ont appris une espèce d'expertise de comment parler à DALL-E ou à Midjourney pour qu'ils comprennent bien et qu'ils apportent les bons résultats. Et du coup, ça va être intéressant probablement dans les prochaines semaines et prochains mois de voir apparaître des guides de comment parler à DALL-E, comment parler à Midjourney pour qu'ils nous comprennent bien et qu'ils génèrent bien ce qu'on veut derrière. Alors voilà, moi j'ai fait mes petits tests, je me suis un petit peu amusé avec, et forcément j'en ai retiré des points positifs et des points négatifs qui je pense pourraient vous intéresser pour vous faire un avis un petit peu sur tout ça. Alors, le premier point hyper positif, c'est que globalement il est très bon pour mixer des concepts existants. Si vous voulez faire un avion licorne, un canapé avocat, ou n'importe quoi de ce genre-là, globalement il a une très bonne créativité là-dessus, mixer deux concepts complètement... détaché, il arrive très bien à le faire et ça donne des résultats assez sympas, assez visuels, qui généralement vont bien fonctionner et seront complètement crédibles à utiliser en quelque part. Par contre, de l'autre côté, il est extrêmement mauvais, voire totalement incapable d'écrire des textes. Dès que vous allez lui demander d'écrire un texte sur un panneau, d'écrire un texte sur un t-shirt, d'écrire n'importe quoi, on va avoir des espèces de lettres difformes complètement illisibles qui représentent pas du tout le texte que vous voulez écrire tout simplement. Donc apparemment on serait lié au fonctionnement génératif de cette intelligence artificielle. Alors, je vais pas vous décrire l'algo ici parce que je le connais pas forcément, mais voilà. En gros, la façon dont les images sont générées permettrait pas d'écrire du texte de manière cohérente, et du coup, dès qu'on va écrire du texte, c'est typiquement une catastrophe. Et pareil, dans d'autres trucs précis, notamment sur les visages, on remarque des résultats hyper aléatoires, alors sur des visages dessinés, des visages un peu simplifiés, il est ok. Dès qu'on va essayer d'avoir du visage détaillé, c'est globalement pas foufou. Surtout si c'est inclus dans une scène globale, les personnages vont souvent avoir des têtes assez bizarres. Là où si on demande juste un portrait, globalement on peut réussir à avoir des portraits ok. Dans la précision, il est pas excellent, en tout cas pas prêt aujourd'hui. On va revenir sur un petit point positif, la reproduction de styles connus. Ça c'est extrêmement puissant. On va lui dire comme un tableau de Picasso, comme un tableau de Monet, comme un tableau de n'importe qui, ou dans le style de tel dessin animé, dans le style de tel film, et globalement il va hyper bien respecter ces styles-là. Alors c'est pour une raison très simple, c'est parce que forcément dans les bases de données d'images, dans les banques d'images sur lesquelles il a été entraîné, forcément il y a beaucoup de toutes ces créations artistiques là, et du coup ça lui permet d'avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que sont ces styles et de générer des bonnes images dans ces styles là derrière, et c'est extrêmement puissant, extrêmement marrant, parce qu'on va pouvoir représenter plusieurs concepts, plusieurs fois le même concept avec des styles tout à fait différents et qui sont très bien foutus.
Donc ça, c'est hyper marrant pour pouvoir s'entraîner. Mais par contre, au contraire, ça va être un petit peu plus dur de lui faire créer un style unique, ou en tout cas un style spécifique qui n'est pas spécialement connu, et de garder ce style d'illustration là, par exemple, cohérent d'une image à un autre. Si vous espérez pouvoir créer une librairie d'illustration pour votre application, pour votre site web, grâce à DALL-E ou à Midjourney dans un style cohérent, ça va être extrêmement difficile si vous ne reprenez pas un style déjà connu. Parce que forcément, il n'a pas de quoi s'entraîner sur ces modèles-là. Vous lui décrivez juste un style inconnu, un style de votre création, et du coup il va être pas très très bon sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on remarque à la fois sur ces 2 premières analyses, hein, c'est que tout ce sur quoi il a eu beaucoup de ressources pour s'entraîner, qui sont très généralistes, va être extrêmement pertinent. Tout ce qui est beaucoup plus spécifique, ça va un petit peu échouer et ça va avoir du mal à générer des résultats intéressants, en tout cas exploitables derrière, directement en tant que tel. Également, pour terminer, il a un autre domaine d'excellence, c'est tout ce qui est rendu 3D, dessin Paint, ça il nous en fait régulièrement, peinture, tout ce que l'humain a beaucoup fait, il est très bon dedans, et rendu 3D, je pense que c'est ça, il y a beaucoup d'exports sur internet, sur Twitter, sur Dribbble, qui sont du coup rendus publics, qu'il a peut-être pu exploiter, et il fait des super rendus 3D sans avoir à faire de rendu 3D, c'est assez impressionnant. Enfin, dernier petit point, et je vous en ai parlé très rapidement en début de ce podcast, c'est que des fois il a du mal à séparer ce qu'on lui demande d'afficher sur le premier plan et sur le second plan. Notamment, je vous ai raconté un truc avec des enceintes tout à l'heure, j'ai voulu une image un peu what the fuck avec des enceintes. Globalement, il te les fout une fois en train de tomber dans la piscine, une fois dans la piscine, etc. Pareil, quand on va lui dire, je veux que t'aies un fond bleu avec des pommes oranges dessus, des fois ça va être inversé, etc. Mais bon, ça c'est pas du tout grave, et le fait qu'il génère 4 propositions à chaque fois veut très bien venir contrer cela, mais c'est intéressant à voir que c'est génératif, et il y a toujours un petit peu d'aléatoire en fait dans la manière dont il va générer, dont il va interpréter ce qu'on lui demande, donc c'est très intéressant. Voilà globalement un petit peu mon ressenti sur DALL-E. Donc ça en a fait un outil sympa à utiliser, qui permet d'explorer plein de styles, plein d'idées très rapidement, mais qui a quelques blocages qui empêchent d'en faire un usage très complet, ou en tout cas prêt à l'utilisation directement après. Mais c'est là où je vous ai prévu cette dernière section du podcast, mais du coup, à quoi est-ce que ça peut nous servir? Alors là, je parle plutôt dans un cadre de designer produit, un petit peu designer graphique également. Alors, le premier cas où ça peut être hyper utile, c'est pour de l'inspiration. On veut découvrir des nouvelles façons de représenter des mots, de représenter une idée, on va pouvoir explorer des idées farfelues très rapidement avec l'une de ces IA. On va pouvoir lui raconter des concepts, lui proposer des idées comme ça, et voir ce qu'il nous présente, et derrière potentiellement ça va pouvoir nous aider à trouver des idées. C'est un excellent complément à aller se balader sur Behance, Insta et Pinterest. Là on va pouvoir avoir des créations uniques pour représenter potentiellement des idées uniques, donc forcément excellent use case. Le deuxième cas qui me semble hyper intéressant, c'est pour faire de l'illustration rapide sur des slides, des vidéos, des trucs qu'on va partager en interne. C'est hyper puissant parce que ça permet de représenter des idées un peu complexes de manière extrêmement rapide, et avec un petit côté, il y a une illu unique pour représenter ce concept-là. Elle est là, ça m'a pris 5 secondes à la générer. Donc ça, je pense que je vais m'y essayer prochainement. C'est toujours bien d'illustrer des concepts quand on en parle, et avec ces intelligences artificielles, on peut créer une impression forte et hyper visuelle d'un message qu'on veut passer, sans avoir besoin d'y passer beaucoup de temps. Et dans ces cas-là, souvent on s'en fout un petit peu de la cohérence visuelle dans le style. On n'a pas besoin que ça corresponde à une charte graphique, donc on peut complètement utiliser ces images-là. Et je vois pas ce qui peut rivaliser dans cet usage-là de faire une illustration très rapide, très simple d'un concept pour une présentation, pour illustrer un propos ou quoi que ce soit. Et en plus, vous aurez toujours le petit aspect fun de « Ah regardez, au fait, cette illustration a été générée par une intelligence de texte ou image ». Donc ça me semble intéressant. Et le dernier point, plutôt dans un usage product design, c'est l'utiliser en tant que placeholder.
on sait que à cet endroit-là, on aimerait une image qui va illustrer tel concept, telle idée, mais bon, dans l'immédiat, on est en train de construire l'interface, on n'a pas le temps de se pencher directement dans l'illustration, ça on y reviendra à la fin une fois que l'ensemble sera cohérent, voilà, on voulait juste placer les idées, bah là, faire un petit tour dans DALL-E ou dans Midjourney, générer une image qui correspond à peu près à la scène qu'on veut représenter, à l'illu qu'on veut représenter, la poser ici et continuer, ça va permettre de remplacer un petit peu un croquis avancé très rapidement. Attention, bien évidemment, c'est comme tout, quand on arrive trop vite dans le high fidelity, le risque c'est de brider la créativité et ensuite de trop s'inspirer de cette illustration générée par une intelligence artificielle pour créer notre propre illustration qui va correspondre à la charte graphique, qui va correspondre visuellement, etc. Donc petite méfiance sur ce point-là, mais ça peut tout de même être intéressant. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. À mon sens, c'est un outil hyper intéressant, mais pas encore prêt à remplacer les créatifs. On le voit, c'est clairement de l'imitation. Alors de l'imitation mix and matchée, mais on est encore loin de pouvoir générer des idées créatives uniques avec un style cohérent, en tout cas cohérent à ce qu'on recherche. Donc ça me paraît être encore une grosse step avant qu'on puisse être remplacé globalement. Mais bon, comme tous les outils, faut tester pour comprendre, faut tester pour voir dans quelle direction ça va, comment ça peut nous aider, comment on peut l'utiliser. Donc je vous conseille juste d'aller sur l'un de ces sites-là et puis vous inscrire. Globalement, il y a des crédits gratuits à l'origine, je vous ai parlé que c'était payant, mais sur DALL-E notamment, on a 50 crédits gratuits, donc ça permet de tester un peu le truc, de s'amuser un peu avec. Donc, voilà, je vous invite juste à aller découvrir tout ça. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, surtout c'est un excellent moyen de faire connaître le podcast, de le diffuser autour de vous, donc un petit message dans le Slack avec vos collègues, un petit MP à vos amis qui sont intéressés par le product design et tous ces sujets-là. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, n'hésitez pas. Parlons Design est dispo sur toutes les plateformes de podcast, donc choisissez votre préféré. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!